Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire consacré à la fiscalité. C'est le premier de l'année, donc d'abord bonne année, tous nos vœux, tous les vœux de French Morning à tous nos lecteurs et lectrices. Merci d'être avec nous à nouveau. Vous êtes nombreux à vous être inscrits, la preuve que ces sujets continuent de vous intéresser. Évidemment, réforme fiscale américaine, perspective pour 2025 et une réforme, il y en aura très certainement puisque en première année d'un mandat présidentiel, c'est très souvent le cas. Évidemment, nos invités vont pouvoir en parler, vous dire, essayer de deviner un peu ce qui nous attend pour cette année fiscale 2025. On a la chance d'avoir avec nous nos partenaires habituels de KPMG pour parler de ces questions, qui sont Georges Gans, Valérie Boissou et Christina Cure. Merci je le dis à la française, je ne sais pas si c'est la bonne manière de le dire, pardon Christina, mais nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet et c'est Valérie qui va prendre les commandes pour vous présenter un peu l'agenda de la discussion. On a une présentation comme d'habitude que vous pourrez obtenir et puis tout cela sera disponible en replay, notamment sur LinkedIn comme c'est toujours le cas. N'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions sur le chat sur le Zoom et on reprendra autant que possible ces questions pour y répondre. Et puis vous aurez évidemment ensuite la possibilité de contacter nos trois experts et panélistes du jour. Merci encore à toutes et à tous d'être là et merci à tous les trois d'être ici pour nous éclairer sur ce sujet crucial. Valérie, c'est à vous. Merci Emmanuel. Donc ravi d'être là et de représenter le French Desk aux US de KPMG. Je suis Valérie Boissou, je suis associée ici aux États-Unis depuis bientôt 10 ans. Aujourd'hui avec moi mes deux confrères dans matière de fiscalité des entreprises. Donc Georges Gans qui s'occupe de notre taxe French Desk aux US et Christina Cure qui, elle s'occupe de la fiscalité des particuliers. Si jamais vous faites appel à KPMG pour la réalisation de vos tax returns aux États-Unis, vous avez peut-être déjà eu affaire à Christina qui s'occupe de beaucoup d'expatriés ici aux États-Unis. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de réforme fiscale. C'est un séminaire qu'on avait fait il y a 4 ans lors du changement d'administration et c'est sympa de pouvoir le refaire 4 ans plus tard. Les dynamiques sont les mêmes et avec ça différentes. Les enjeux sont certainement aussi différents. Donc aujourd'hui, en fait, quand on parle de taxe de réforme fiscale, il y a vraiment trois choses qui motivent une réforme potentiel. Effectivement, Emmanuel, tu l'as dit, quand on a un changement d'administration, c'est souvent le cas qu'il y a une réforme. Mais donc, il y a évidemment une dynamique électorale, une dynamique politique derrière un choix de politique fiscale. Et on va voir comment à Washington, les choses se dessinent en fonction des votes au Congrès et comment une réforme fiscale, les contours que pourrait prendre cette réforme fiscale. Mais il y a aussi d'autres enjeux et on appelle ça le tax cliff de 2025. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y aurait de toute façon eu besoin de faire une taxe réforme en 2025, même sans changement d'administration, parce qu'il y a un certain nombre de mesures fiscales qui sont temporaires dans le régime américain et qui arrivent à échéance en 2025 et qui, on va voir, ont vraiment une importance vraiment majeure à la fois pour les entreprises et pour les particuliers. Et donc, il s'agit de statuer sur est-ce que ces mesures vont être conduites, est-ce que ces mesures vont juste disparaître. Donc ça aurait été un point à adresser de toute façon par n'importe quelle administration. Et puis,
Il y a la question de ce qui se passe à l'international avec Pilar 2, ce qu'on appelle Global Tax Reform. Donc aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas signé cette réforme fiscale globale. Évidemment, c'est une question. Est-ce qu'ils vont entrer dans cet accord ou pas? On peut supposer que sous une administration Trump, c'est pas vraiment la priorité, mais avec ça, il y a quand même deux, trois enjeux dont on va parler aujourd'hui et qui font que c'est pas une question si facile que ça à comprendre. Et on évoquera aussi tout le processus législatif qui peut amener à avoir une réforme fiscale. On l'a vu à la fois sous les deux dernières administrations. Ça prend du temps de faire passer une réforme. Il faut que toutes les cartes soient bien alignées. Donc voilà, Georges nous éclairera aussi sur cet aspect de la faisabilité de passer une réforme. Donc, Georges, écoute, je me tourne vers toi. Peut-être, on va commencer par donc la dynamique à Washington avec cette nouvelle administration. De quoi peut-on s'attendre? Alors, merci Valérie, et c'est un plaisir de retourner au micro avec French Morning. Comme Valérie disait, j'ai eu la chance de présenter ce même sujet il y a 4 ans avec la réforme de Trump. Et on se retrouve avec un autre gouvernement mené par les républicains. Les élections de novembre, on s'attendait tous à voir qu'est-ce qui va se passer. Et on s'est retrouvé avec un Washington qui est contrôlé par la partie républicaine. Euh, donc, euh, juste pour rappeler à notre audience, pour contrôler le gouvernement à Washington, en fait, il faut contrôler la Chambre des représentants, le Sénat et bien sûr la Maison-Blanche. Donc, on sait très bien que la Maison-Blanche a été gagnée par le président Trump. La Chambre des représentants a été retenue par les républicains avec une marge encore plus fine qu'ils avaient avant, même si c'est possible à le faire. On voit ici sur ce slide, on a le même nombre de représentants républicains à 220 et 215 démocrates, alors qu'avant on avait 4 sièges qui étaient ouverts. Donc, les républicains contrôlent la Chambre des représentants avec une marge de 5 votes, qui est c'est une marge très très fine, et on va discuter plus tard pourquoi c'est important. Le Sénat a changé de main. Donc le Sénat avant était contrôlé par les démocrates et maintenant est contrôlé par les républicains avec une marge un peu plus confortable que les démocrates avaient auparavant, mais pas assez pour avoir un vrai contrôle. Encore, on va discuter plus dans les slides qui suivent sur le processus de passer une loi. Mais quand même, là, on a en fait, on se retrouve avec au moins 2 ans que les républicains contrôlent Washington. Là, ce qu'on regarde là sur cette carte, en fait, on voit les élections de 2026, les midterms qu'on appelle. Donc, pour rappeler, la Chambre de représentants change de main tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans, on revote sur tous les représentants de la Chambre, qui sont 435. Euh, et donc, tous les ans, en fait, tout ça, ça change. Les États, là, qui sont représentés par les démocrates et républicains, ça, c'est là où on aura des sénateurs qui vont se représenter. Donc, les sénateurs sont votés pour 6 ans. Donc, tous les 2 ans, on a un tiers du Sénat qui change. Là, on voit donc les États qui vont être en jeu pour 2026, juste pour voir un peu. Euh, et donc, ça veut dire que là, tout ça, c'est pour dire les républicains ont 2 ans pour vraiment essayer d'avancer l'agenda du président Trump au plus possible avant les élections midterm de 2026. Euh, J'aime bien ce slide qui montre un peu à quoi s'attendre quand on regarde les midterms, les élections de midterms après que la partie a gagné la Maison-Blanche. D'habitude, on voit une perte de sièges dans la Chambre des représentants assez significatif. Si on revient la première année de Reagan, les midterms après son élection, la partie républicaine a perdu 26 sièges. Même chose qui s'est arrivé à Clinton, la première année, la partie démocrate a perdu 52 sièges. On peut voir au fur et à mesure. Et donc, ce qui se passe, en fait,
tout ça, c'est pour dire, et le président Trump, d'ailleurs, après les 2 ans où il était en pouvoir, la partie républicaine a perdu 40 sièges. Donc, on peut s'attendre, si l'histoire se répète, on peut s'attendre que la Chambre des représentants se balance vers les démocrates dans 2 ans. Encore pour dire, les républicains ont beaucoup de travail à faire pendant 2 ans tant qu'ils ont ce contrôle. Ce slide un peu intéressant pour voir de quoi pense le public américain par division de parti. Donc, est-ce que les Américains pensent que les sociétés ne payent pas assez d'impôts? 60% disent oui. Mais si on regarde à la droite, on voit la division entre les partis. Donc, les voteurs républicains sont moins d'accord avec cette question, les démocrates plus. Euh, Est-ce que les Américains qui sont considérés riches, est-ce qu'eux, ils payent assez d'impôts? Là, c'est encore une fois 60% du public, mais la plupart des démocrates, pas trop les républicains. Euh, mais quand on descend un peu dans d'autres questions, est-ce que le système des impôts aux US, le système fiscal est trop compliqué? Là, les républicains pensent plus que les démocrates. Là, c'est une question. Est-ce que vous, en tant que la personne qui répond au sondage, est-ce que vous payez trop d'impôts? Les républicains pensent que oui, les démocrates un peu moins. Et finalement, est-ce que les personnes, au lieu de riches, c'est les pauvres? Est-ce qu'eux, ils payent assez? Euh, Là, encore une fois, on voit une différence entre les partis. Donc, c'est pour un peu montrer ce que pense le public au niveau des impôts. Euh, Juste intéressant à voir avant de rentrer dans les détails de la réforme possible. Donc, voilà où on en est à Washington, avant de rentrer un peu de qu'est-ce qui va se passer. C'est intéressant d'avoir aussi ce contexte en tête parce que, évidemment, l'opinion publique, quand même, influence les décisions qui vont être prises par la nouvelle administration. Et ce que montrent en général les sondages d'une administration à l'autre, c'est que cet écart de vue entre républicains et démocrates a tendance à se réduire et peut-être avec des visions du grand public qui sont un petit peu moins là où on les attendait traditionnellement, c'est-à-dire que bon, on pourrait s'attendre à ce que les républicains en général soient plutôt grosses entreprises, les démocrates plutôt pro-particuliers. Ça tend à être moins vrai. Et donc, on peut peut-être, je pense, Georges, s'attendre à ce que dans le lot des mesures républicaines, il y ait aussi des choses qui soient finalement aussi pro-particuliers ou qui soient peut-être un peu moins favorables aux grandes entreprises que ça a pu l'être avec un agenda républicain par le passé. Oui, absolument. Et il faut ne pas oublier aussi que la partie républicaine d'aujourd'hui n'est pas la même partie qu'on avait avant Trump. Elle est devenue beaucoup plus industrielle, beaucoup plus pro-ouvrier, etc. La campagne de Trump était très basée sur les unions, etc. Donc, absolument. Absolument. Et donc tout ça va se retrouver dans le deuxième, on va dire le deuxième aspect de ce qui pourrait amener une taxe réforme, qui est donc ce tax cliff, donc cette échéance de nombreuses mesures qui arrivent à péremption en 2027 et 25. Et donc on va voir que dans le lot de ces mesures, il y en a quand même un certain nombre qui sont aujourd'hui qui touchent les particuliers. Alors, peut-être, Christina, c'est toi qui commence sur ce slide pour nous expliquer un certain nombre donc quelles sont ces mesures qui arrivent à échéance et quel est le coût que représenterait leur extension et pourquoi en fait pourquoi cet enjeu de les reconduire. Merci Valérie. Donc, si vous regardez l'écran là, le coût de prolongation du Tax Cuts and Jobs Act de 2017, qui devrait se terminer en 2025, le coût d'étendre ces règles est énorme. Presque 4 trillions ou 4 000 milliards dans les prochaines 10 ans, 10 années. Et si on ajoute les intérêts, 4,6 trillions. Donc, comme vous voyez sur l'écran, la plupart qui va être affectée par le coût est pour les particuliers.
Georges, avant d'aller dans les détails, peux-tu me donner quelques détails sur les autres secteurs? Oui, alors d'abord, juste pour que tout le monde comprenne un peu, euh, le sujet d'impôt sur les sociétés est toujours un sujet très, très chaud, mais il ne faut pas oublier aussi que la plupart des revenus fiscaux du gouvernement viennent des particuliers, avec une marge assez grande qui est représentée ici sur ce slide, où au-delà de la moitié du coût est lié au taux pour les particuliers. Mais comme Christine a dit, il y a aussi pas mal de provisions d'impôts sur les sociétés qui vont changer, au moins changer et se terminer à la fin de 2025. Donc, juste pour être clair, on parle le Tax Cuts and Jobs Act euh, qui termine le 31 décembre 2025, qui rentre en effet, si rien n'est fait, le 1er janvier 2026. Donc oui, là, on voit, je vais faire juste un petit point sur le bonus depreciation, sur les amortissements immédiats, une provision qui est assez bénéficielle pour les sociétés. Ça, c'est le coût de remonter on est né à 40% aujourd'hui, à 100% pour le 1er janvier 2026. Euh, il y a d'autres provisions qu'on va discuter dans le prochain slide. Donc, si on regarde les provisions qui font partie de ce coût, surtout pour les particuliers, une des plus grandes est celui de continuer avec la réduction d'impôt pour les particuliers, dont le taux d'imposition maximal est de 37% au lieu de 39,6%. Et aussi augmenter la déduction du standard pour alléger la charge fiscale pour les familles. Une autre grande partie est de garder le crédit d'impôt pour les enfants, qui est couramment à 2 000 par enfant. Avant, c'était 1 000 dollars par enfant. Et aussi pour les personnes à charge, un autre crédit d'impôt de 500 dollars qui n'existait pas avant 2018. Aussi, il y a beaucoup de, de négociations qui essayent de supprimer le plafond du SALT, that's the State and Local Tax, sur les déductions fiscales locales et étatiques, qui est couramment à 10 000 dollars, 5 000 si vous faites une déclaration séparée, ce qui importe beaucoup pour les personnes qui vivent dans des États où le taux d'impôt est très fort, comme New York, la Californie et le New Jersey. Les provisions du TCJA aussi continueraient la déduction sur les intérêts des prêts immobiliers, qui est couramment plafonné à 750 000 dollars. Si vous vous rappelez, avant 2018, on pouvait prendre une déduction sur les intérêts sur un prêt immobilier jusqu'à un capital de 1 million. Aussi, ils veulent rendre permanents les changements fiscaux sur les successions et donations du TCJA pour réduire la charge fiscale sur le transfert de la patrimoine. Couramment, le montant est à 13,61 millions et pre-TCJA, c'était à 5 millions. Georges, peux-tu nous éclairer quelquefois sur quelques aspects pour les entreprises? Oui, alors, il y a en particulier trois mesures qui, euh, qui, en fait, ont déjà leur enactment date a déjà passé, et donc c'est des mesures qui devraient re-rentrer en vigueur. Un, c'est la déduction des coûts de recherche, des R&E, qui est à ce moment-là, ces coûts sont capitalisés depuis le 1er janvier 2022. Donc, il y a une forte volonté de la part du gouvernement de revenir vers les déductions immédiates de ces coûts. On a les coûts d'intérêt, 163J, les limites de déduction d'intérêt pour les entreprises, qui est couramment basé sur le EBIT. Et l'idée, c'est de revenir vers le EBITDA. Et comme j'ai expliqué avant, le bonus depreciation, on avait déjà discuté ce point. Finalement, ce slide aussi montre que le taux de 21%, il reste toujours à 21%. Ça, c'était un taux qui a été changé d'une manière permanente pour TCJ. Donc là, on n'a pas de problème avec le taux sur les sociétés. Ce taux-là reste. Par contre, d'autres provisions internationales comme GILTI, FED et BEAT vont changer en 2026 euh, d'une manière non favorable pour les sociétés. Donc, et dernier point, c'est que les provisions qui sont en couleur
je dirais bleu marine, ils sont permanentes. Ceux qui sont plutôt en bleu clair sont ceux qui sont temporaires et doivent être adressés pendant cette réforme. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que donc là, on voit ce que vous appelez le TGJ, c'est-à-dire finalement, c'est la réforme fiscale de Trump de 2018, et enfin, voilà, il va être confronté, ou la deuxième administration Trump va être confrontée à la pérennité de cette première réforme fiscale de 2018. Et comme tu l'as bien dit, donc on voit en bleu clair donc les mesures qui avaient été prises en 2018 qui étaient temporaires, mais qui arrivent à échéance à fin 2025, et en bleu marine, celle qui avait été inscrite dans la loi de façon permanente, comme par exemple le taux pour les entreprises à 21%. Donc là, sauf à décider que le taux devrait augmenter, logiquement, le taux ne sera pas modifié et devrait rester à 21%. Donc, si on revient à nos bulles sur le slide précédent, finalement, donc le coût voilà, de ramener tout ça, de continuer toutes ces mesures, bah, c'est très, très coûteux. Et donc, la question, à Ouais. chaque fois, bien sûr, c'est d'où vient, comment financer, est-ce que c'est même faisable de continuer à avoir toutes ces mesures? Il va peut-être falloir avoir certains compromis sur certains aspects. Ouais. Et non seulement ça, Valérie, on va voir sur le slide prochain, non seulement ça, mais d'autres promesses qu'a fait le président Trump pendant sa campagne, non seulement rallonger ces mesures de TCJ, mais encore plus baisser les taux sur les entreprises. Donc, il y aura d'autres promesses à faire qui vont coûter encore plus. Oui, merci. Et comme disait Georges, non seulement rendre permanent les dispositions expirant du TCJ de 2017, mais il y a d'autres aspects de propositions fiscaux du président-elect Trump. Euh, une des premières, c'est d'éliminer les impôts sur les pourboires, et éliminer les impôts sur les heures supplémentaires et les paiements reçus de la sécurité sociale. Aussi, éliminer le cap déductible de 10 000 dollars, c'est-à-dire d'autoriser les personnes physiques de déduire 100% des impôts payés à l'État et aussi pouvoir déduire 100% des taxes foncières. Une autre proposition du président-elect Trump est d'introduire une déduction sur les intérêts sur les prêts d'automobile pour réduire le coût de financer une voiture. Mais attention, ça, c'est simplement pour les voitures fabriquées aux États-Unis. On parle aussi d'un crédit d'impôt pour la prestation des soins familiaux et aussi abroger les crédits d'impôt sur l'énergie verte, y compris ceux pour les véhicules propres qui étaient signés par la loi passée par Biden. Et finalement, éliminer la double imposition d'impôt pour les citoyens américains qui vivent à l'étranger. Je vais passer à Georges qui discute quelques propositions sur les sociétés. Oui. Donc, Valérie, comme je disais avant, le coût, c'est une chose d'avoir le coût de faire la rallonge pour les aspects de TCJ, mais là on va encore plus loin avec d'autres promesses de déduire de réduire les impôts. Euh, et sur les sociétés, le président Trump parlait de réduire le taux qui est aujourd'hui à 21%, de le réduire à 15%. Au début, il a fait cette promesse pour toute société américaine, mais au fur et à mesure de la campagne, c'était assez clair qu'en fait, il parlait plutôt de ce qu'on appelle Made in America Rate. Donc, les sociétés qui produisent aux US, le taux de 15% serait plutôt imposé sur les productions américaines. Ce qui rappelle un peu un bénéfice qu'il y avait pour les sociétés dans le passé, qui était sur section 199, 199. Donc, on s'est un peu revisité ce bénéfice qui a été éliminé pendant la première réforme de Trump. Donc tout ça pour dire, il y aura beaucoup de coûts, comme tu disais, Valérie, non seulement de rallonger le TCJ, mais aussi de rajouter toutes ces promesses. Le président Trump, fortement, sa pensée, c'est que le moins d'impôts on a en général, le plus actif l'économie, et donc sa façon de penser est d'encourager l'activité économique avec moins d'impôts et plus
plus de disposable income, comme on dit, pour les individuels et les entreprises. Alors, peut-être quelques suggestions sur d'où va venir l'argent pour financer toutes ces idées. Bonne question. Alors, d'où va venir l'argent? On n'est pas trop sûr. Il y a plusieurs provisions. Alors, tout d'abord, comme Christina a discuté un peu, les programmes de Biden qui ont été passés pendant sa présidence, notamment le Inflation Reduction Act, le IRA, avaient au-delà de 1 milliard de dollars de crédits verts, d'énergie verte, donc qui peuvent être toujours, ils n'ont pas tous été encore dépensés. Euh, le stock buyback, donc Biden a imposé un tarif sur les rachats de titres de sociétés publiques d'1%, donc potentiellement augmenter ce tarif à 2 ou 3 ou 4%. Euh, moins d'argent pour le IRS. Donc, le Inflation Reduction Act avait aussi 80 milliards de dollars qui ont été mis de côté pour moderniser le fisc américain, le IRS. Euh, reprendre cet argent pour baisser les taux peut être une autre idée. Le président Trump parle beaucoup de tarifs. Je suis sûr que vous avez entendu ces menaces avec les tarifs sur les importations du Mexique, du Canada, de la Chine. Donc, on pense que ça peut être une grosse partie de ce financement. Euh, et aussi, on a entendu parler d'augmentation de taux, mais franchement, je ne pense pas que c'est sur son agenda. Je ne pense pas que le président Trump tolère une augmentation de taux, puisque sa vision, c'est plutôt de les baisser. Donc, voilà, on n'est pas sûr. On a plusieurs options, mais il reste à voir où ils vont aller chercher les dollars. Ouais, chaque idée sur le slide, d'une certaine manière, présente ses propres, ses propres challenges, parce que même les incentives sur les crédits énergie dont tu as parlé, il y a finalement, enfin, il y a différents types de crédits. Il y a des crédits qui sont pour les particuliers, des crédits pour les entreprises, beaucoup d'États républicains qui ont finalement bénéficié de ces crédits. Donc, tout ça n'est pas, voilà, même annuler certaines de ces mesures, ça présente un certain challenge. Donc, d'où la question de aujourd'hui le process pour faire passer une loi. Donc, il y a évidemment, bien sûr, toute une mécanique derrière la législation dont tu vas nous parler, Georges. Peut-être que ce qui est intéressant de noter, avant même que tu commences à nous expliquer le cheminement d'une loi aux États-Unis au sein du Congrès, etc., c'est de noter que, bon, évidemment, on a aujourd'hui une administration Trump qui n'est pas exactement la même que lors du premier mandat, donc beaucoup plus éduquée, qui sera certainement beaucoup plus rapide et capable d'exécuter, comme on a pu voir finalement avec l'administration Biden, une rapidité d'action que personne ne soupçonnait dans les 2 premières années de mandat. Donc, on est probablement face à une administration qui est plus organisée et capable de passer toutes les étapes de ce qui implique la fabrication d'une loi. Alors, Donc, si on s'y met maintenant, si l'administration s'y met maintenant, est-ce que finalement, tu penses qu'on est capable d'avoir une réforme d'ici la fin de l'année 2025? alors, je vais commencer avec la réponse à cette question avant qu'on rentre dans le processus. Je dirais, on entend des choses différentes. On entend, au début, on se disait, la première chose qui va être sur l'agenda, c'est en fait cette réforme fiscale. Mais le plus ça va, le plus on entend que peut-être les priorités vont changer un peu et que les premiers mois seraient plutôt sur des sujets comme l'immigration, comme la capacité d'emprunter l'argent, parce que on a un plafond d'emprunt qui arrive à sa limite. Donc, il y a plusieurs problèmes avec lesquels le président Trump aura à s'en occuper avant d'arriver
à cette réforme fiscale. D'un autre côté, la réforme fiscale était vraiment la législation la plus importante que Trump a passée pendant sa première présidence. Et donc, je pense que personnellement, il a investi et il veut être sûr que cette réforme continue d'une manière positive de son point de vue. Et donc, je dirais, en fin de compte, oui, je pense que on verra une réforme cette année, mais si tu me demandais il y a 2 ou 3 mois, j'aurais dit qu'elle passerait assez rapidement. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt, on pense plutôt en septembre, octobre, le dernier trimestre de l'année fiscale gouvernementale ou même le premier trimestre de l'année 2026 qui commence le 1er octobre en 2025. Donc, je dirais la fin d'année 25 et quand on va commencer à voir une loi. Et une autre raison, cette, cette loi va être très, très compliquée, très chère. Et comme on avait discuté avant, les républicains contrôlent le Congrès avec 5 voix dans la Chambre des représentants. Ils ne sont pas tous d'accord, hein. Le fait qu'ils sont tous républicains, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord sur ces lois, surtout des lois qui créent des déficits. Et donc, je pense que ça va prendre beaucoup d'efforts, beaucoup de négociations dans la partie républicaine même, avant d'arriver à un vote qui peut passer dans la Chambre, dans le Sénat, et qui arrivera à une signature. Donc, ma boule de cristal, voilà ce que je pense. En rentrant dans les dates importantes pour 2025, alors comment est-ce qu'on y arrive? Comme j'avais dit avant, l'année fiscale du gouvernement commence le 1er octobre. Donc, euh, là, vous voyez ça sur cet écran. Donc, en fin de compte, le président va prendre le pouvoir le 20 janvier et tout de suite va commencer à travailler sur son budget. Les 100 premiers jours sont toujours importants parce qu'on dit toujours que ce qui ne se passe pas les 100 premiers jours ça se prolonge. Et on a aussi pas mal de vacances du Congrès commencent le 1er août. Donc, il y a beaucoup de pression pour faire des propositions de loi avant l'été. Euh, la date aussi très, très, très importante, et pourquoi je dis que cette loi va forcément passer en 2025, c'est parce que dès le premier, si rien ne se passe, le 1er janvier 2026, tous les points qu'on avait vus sur le slide avec le bleu marine et le bleu clair, toutes les provisions qui n'étaient pas permanentes, en fait, ils reviennent à zéro le 1er janvier 2026, notamment les taux individuels qui remontent. Euh, je suis sûr que, 32,6. voilà, le 1er janvier 2026. Et donc, euh, le président Trump ne veut certainement pas être le président qui est responsable pour l'augmentation la plus significative sur les impôts sur le particulier depuis 1986. Donc, je suis sûr que le plus on arrive vers la fin de l'année, le plus il y aura de pression à passer cette loi fiscale la question est qu'est-ce qu'elle va inclure? On va en discuter un peu. Euh, Là, c'est juste pour montrer un peu euh, les contrôles. Dans les élections dernières, on avait vraiment en 2009-2010, c'était quand Obama était président. Et c'est pendant ces 2 ans-là où il a passé le Affordable Care Act, l'Obamacare. Ensuite, la première présidence Trump, quand il a passé le Tax Jobs, le TCJA. Présidence Biden, il a passé l'Inflation Reduction Act. Et on arrive à 2025, on retourne à une situation où Washington est contrôlé par une partie. On peut s'attendre à voir un package, une loi fiscale en 2025. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler, ça va être quelque chose de créatif, je suis sûr, euh, qui va, euh, qui va mettre à jour toutes ces lois qu'on a discutées. Alors,
Si vous avez écouté un de ces webinaires auparavant, vous allez peut-être vous souvenir de ce processus pour passer une loi. Euh, le processus normal pour passer une loi dans le Sénat, c'est d'avoir un vote minimum de 60 sénateurs. Dans la Chambre des représentants, il faut simplement une majorité simple. Mais quand on arrive au Sénat, pour passer une loi, il faut avoir 60 votes. Comme vous vous souvenez, le Parti républicain a seulement 53. Et donc, ce qui nous dit, c'est que soit les démocrates, il y a au moins 7 démocrates qui vont aussi voter avec les républicains, ce qui est aujourd'hui presque impossible quand on parle de lois qui sont plutôt ce qu'on appelle des lois qui sont supportées par une partie et pas pour l'autre, bipartie. Et donc, en fait, on arrive à un point où il faut trouver un moyen pour le Parti républicain de passer une loi avec une majorité simple au Sénat. Et il y a deux manières d'y arriver. Soit il modifie les règles du Sénat, ce qui ne va pas arriver parce que il y a une règle non écrite à Washington où le parti en pouvoir ne change pas les règles du Sénat. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se retrouver dans l'autre côté dans 2 ans et ils ne veulent pas donner un pouvoir absolu à Washington aux partis qui ont une majorité simple au Sénat. Donc, modifier les règles du Sénat n'est pas une option. Et donc, on revient à ce qu'on appelle budget reconciliation, réconciliation budgétaire. Et en fait, ce que nous donne la possibilité d'une réconciliation budgétaire est le fait que on peut passer une loi qui a un impact économique tant que cette loi ne crée pas un déficit au-delà de la fenêtre budgétaire de 10 ans. Et c'est ce processus que les républicains ont utilisé en 2017. C'est ce même processus que les démocrates ont utilisé en 2022 avec le Inflation Reduction Act. Et c'est certainement, ça va se répéter avec cette nouvelle proposition de loi qui va passer en 2025. Qui veut dire qu'ils ont simplement besoin de 51 sénateurs pour passer une loi sans avoir le support des démocrates. Donc les procédures, en fait, je ne vais pas discuter tous les points, mais tout ce que ça veut dire, c'est que ça donne à la partie, au parti en pouvoir la possibilité de passer une loi sans avoir besoin de négocier avec la contrepartie, les démocrates en ce cas-là. Et c'est certain que les républicains veulent l'utiliser, mais attention, ils ont quand même besoin d'une majorité simple. Et comme j'avais dit, les républicains ne sont pas tous d'accord avec comment passer cette loi. Donc on va se retrouver, je pense, avec des représentants dans la Chambre des représentants qui, normalement, n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais chaque vote compte. Et donc, on va avoir pas mal de provisions spéciales pour certains États, pour certaines géographies, pour être sûr que tout le monde vote pour la loi sans avoir comment dire, de factions. Alors, quels sont les scénarios pour cette fameuse réforme fiscale? La première, c'est d'avoir une rallonge qui est long terme. Donc, au lieu d'avoir à répéter ce même processus tous les 2 ou 3 ans, regarder aux lois qui ne sont pas permanentes et se dire est-ce qu'on va rendre certaines lois permanentes? Est-ce qu'on va essayer de garder les taux sur les individuels euh, au niveau où ils sont d'une manière permanente, qui va coûter très très cher? Sinon permanent, peut-être pour au-delà de 3 ans, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. Le plus long, le plus long la rallonge, le plus ça coûte cher. Et on revient à la discussion qu'on avait avant. Comment est-ce qu'on paye? Bonne question. Euh, la deuxième option, c'est qu'on se retrouve avec une proposition de loi qui est plutôt à court terme. Euh, Est-ce qu'on se dit qu'ils vont rallonger pour encore 2 ans ou 3 ans?
C'est moins pratique du fait que ça revient au même problème. Dans 2 ans, on aura le même problème. Il y a moins de certitude dans le marché. C'est pas bien pour l'économie, c'est pas bien pour les sociétés de ne pas savoir comment préparer dans le futur. Mais d'un autre côté, d'une manière politique, c'est plus facile, ça coûte moins cher et ça peut donner une victoire à Trump à dire, ben voilà, j'ai rallongé ma réforme pendant encore 2 ans au moins. Donc on verra. Euh, c'est possible qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle un band-aid. Euh, voilà, un sparadrap pour court terme. Euh, la troisième option, bien sûr, c'est qu'on les lois, on laisse les provisions de TCJ expirer. Je pense que il y a une très très peu de chances que ça arrive. Mais s'ils font rien, d'ailleurs, c'est possible qu'ils vont essayer et échouer aussi. On se retrouve avec une augmentation énorme d'impôts en 2026 et je pense que le public ne sera pas content et le Parti républicain paiera cher euh, quand- aux élections de midterm si rien ne se passe jusqu'à janvier 2026. Donc, Donc voilà les 3 options qu'on a. beaucoup d'enjeux, beaucoup d'enjeux. Ouais. Je vois l'heure qui tourne, peut-être on peut arriver à la question de Pillar 2. Donc ça, c'est la réforme fiscale internationale. Donc cette idée que il faut que toute entreprise paye au moins 15% d'impôts, quelle que soit son implantation internationale. Donc certains pays ont déjà l'accord, on va dire général, a été signé, mais chaque pays doit ensuite voter la réforme nationalement. Donc certains pays l'ont fait, les États-Unis bien sûr ne l'ont pas fait. Je comprends, Georges, qu'il y a un profond suspicion, je perds mes mots en français, du public et des politiques américains face à cette question. Donc, est-ce que tu penses que ça a une chance d'être voté et que les États-Unis rentrent dans Pilar 2? Alors, comme tu dis, oui, forte suspicion, très très forte, surtout pas du Parti républicain. On a discuté sur un webinaire avant les élections. euh, Quelles sont les chances que Pilier 2 soit adopté par les US? Je dirais que avec une victoire démocrate, chance assez forte, avec une victoire républicaine, chance très faible. Et donc, on se retrouve maintenant avec un gouvernement américain qui est très anti-OECD, OCDE, anti-pilier 2 en général. Et donc, si on regardait juste au sentiment politique à Washington, je dirais euh, pas très forte chance. Euh, mais je dis mais parce que si le gouvernement américain ne fait rien, euh, et ce slide, il raconte une histoire très intéressante. Euh, on peut être contre pilier 2, mais le problème, c'est que si les US est le seul pays au monde à ne pas adopter pilier 2, mais le reste du monde l'adopte, et comme tu disais Valérie, et pilier 2, en fait, c'est un taux minimum global de 15%. Euh, comme on voit sur ce slide, le fisc américain, en fait, va perdre 122 milliards de dollars en taxes qui va être dirigé vers d'autres pays qui ont, eux, adopté pilier 2. Pourquoi? Parce que même si des sociétés américaines eux-mêmes ne sont pas sujets à pilier 2, leurs filiales partout dans le monde euh, seront imposées, pilier 2 sera imposé sur leurs filiales et ils vont se retrouver avec des minimum taxes, des top-up taxes dans d'autres pays qui normalement devraient revenir vers les US si les US adoptaient pilier 2. Donc le gouvernement républicain va se retrouver avec un problème. Ils disent oui, on est anti-pilier 2, mais ça va nous coûter cher. Donc la réponse, comment est-ce qu'on gère ce problème? Euh, il y a des propositions, en fait, et comme on a déjà vu le président Trump, il y a 2 façons de gérer ce problème. Un, c'est d'une manière diplomatique de négociation, d'autres, c'est
c'est en déclarant la guerre contre le OCDE, les républicains pensent plutôt à cette seconde possibilité, se dire, tiens, ben, si le reste du monde va imposer des taxes minimum sur nos sociétés, on va faire la même chose. Et donc, il y a plusieurs propositions de loi qui sont en train de se faire développer, pour dire on va pas simplement laisser faire, on va combattre le CDE pour récupérer ce que nos sociétés payent au gouvernement étranger, on va faire les sociétés étrangères payer ici. Pas des très bonnes nouvelles pour les sociétés françaises qui ont des implantations aux US, surtout le Unfair Tax Prevention Act, si vous vous souvenez du BEAT Tax, euh, changer les lois pour les rendre encore plus agressifs. Et donc, tout ça pour dire, Pilier 2 est un problème qui va devoir être adressé par cette administration. Le problème, c'est comment. Et je pense qu'au début, ce sera plutôt un combat au lieu d'une discussion. On verra comment ça se termine. Mais si on regarde aussi la manière dont Trump se comportait avant, euh, avec beaucoup de menaces fiscales qui se retrouvent en négociation en fin de compte, on voit ça avec les tarifs aussi. Il menace avec les tarifs. Une semaine après, euh, le Premier ministre de Canada est descendu en Floride pour négocier. Donc, je pense que c'est sa manière de faire. C'est un homme d'affaires après tout. Et donc, je pense qu'on va commencer avec des lois menaçantes et on espère se retrouver en fin de compte avec une compromise qui marche pour tout le monde. D'accord. Bon, je pense qu'on peut se dire que donc beaucoup de choses qui à l'horizon qui vont changer. Christina, tu avais quelques updates pour les particuliers plus précisément. Oui, merci Valérie. Oui, quelques mises à jour pour l'année fiscale 2025. Si on commence avec la sécurité sociale, le plafond de salaire soumis au taux d'imposition de 6,2% pour la sécurité sociale est maintenant à 176 100 $, soit une augmentation de 7 500 sur l'année dernière. Le plafond de salaire pour le Medicare de 1,45% reste toujours, n'est pas capé sur les salaires bruts. Le standard deduction, ou la déduction standard, si vous voulez, est de 15 000 $ pour les personnes célibataires et 30 000 pour les couples mariés qui font une déclaration jointe. Pour la retraite, le 401k, les contributions que vous pouvez faire est de 23 500 par an, avec un rattrapage de 7 500 si vous avez 50 ans ou plus. Une nouveauté pour l'année 2025, c'est si vous êtes entre l'âge de 60 et 63 ans en 2025, la nouvelle contribution est de 11 250 et non pas 7 500. Donc, une augmentation de 3 750 encore pour les personnes qui ont l'âge de 60 à 63 ans en 2025. La limite des contributions pour le IRA est de 7 000 $ avec une contribution de rattrapage de 1 000 $ si vous avez plus de 50 ans ou plus. Aussi, à savoir, le formulaire 1099K pour les paiements de tiers via les TPSO ou les organisations de règlement de tiers sur Third Party Settlement Organization comme Venmo ou PayPal, qui doivent déclarer le montant de paiement reçu pour les biens et services durant l'année. Pour 2024, la limite de reportage était à 5 000 $. Pour 2025, elle se baisse à 2 500 et pour 2026 et plus tard, elle sera de 600 $ par an. Donc, il est important de bien tenir des registres car le montant déclaré sur ces formulaires ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un revenu imposable. Donc, ces mises à jour fiscales pour 2025 peuvent avoir un impact significatif sur la planification financière et fiscale. Donc, il est essentiel de comprendre comment ces changements peuvent affecter vos obligations fiscales et vos stratégies d'épargne et surtout éviter des surprises fiscales. Par exemple, les ajustements sur les plafonds de contribution sur les comptes de retraite comme le 401k et le IRA
peuvent avoir des opportunités d'épargne supplémentaires, surtout pour les personnes qui pensent prendre leur retraite dans les années qui viennent. Et de plus, la réduction progressive du seuil de déclaration pour le formulaire 1099K souligne l'importance de maintenir des registres précis des transactions effectuées sur les plateformes de paiement tierces. Merci à tous. Je passe la parole à Valérie. Merci Christina, toujours bien d'avoir ces petits rappels alors que la saison fiscale va bientôt commencer. Bah, écoutez, j'espère que tout ça nous a éclairé sur à quoi nous attendre pour 2025. Évidemment, la route n'est pas complètement claire, mais je pense qu'on peut dire qu'on se dirige quand même vers une réforme fiscale, même si les contours sont encore un peu imprécis. Emmanuel, Oui, tu as très, quelques très questions? imprécis, même on peut le dire, mais j'espère que vous avez, avec cette présentation, on a au moins une idée de ce qu'il faut regarder et de ce qu'il faut suivre avec intérêt, les endroits sur lesquels les lignes vont très probablement bouger. On avait quelques questions, en fait, pas tant que ça, mais allez-y, pour continuer de poser vos questions si vous voulez sur le Q&A, même des questions très pratiques et individuelles. Alors, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais on a Bernard qui a une question sur l'impact. Alors, il parle d'une réforme récente. Je ne sais pas de quelle réforme il parle exactement. Est-ce que cette réforme récente signifie que nous ne serons plus impactés par le WEP si on a une retraite française en plus de la Social Security américaine? J'ai une question sur le WEP. Qu'est-ce que je suis pas. Alors, je ne sais pas non plus. Est-ce que WEP, j'imagine c'est l'anglais. Si Bernard veut ajouter, Parce qu'en général, l'impact pour la retraite française et la sécurité américaine sociale, ça c'est pour déterminer qui a le droit d'imposer l'impôt sur ces montants. En général, c'est le traité. Il y a un traité de sécurité sociale et aussi un traité sur l'impôt sur le revenu. Donc, et pas de double imposition générale. C'est en général pour la sécurité sociale. Si on regarde au traité, c'est le pays qui paye la sécurité sociale qui a le droit de taxation. alors le WEP, c'est le Windfall Elimination Provision, nous dit Bernard. Euh, Je vous laisse de glace. il faudra que je revienne sur Bernard. Je ne suis pas Voilà, sur ben, je vous celui-ci. propose Oui, oui. de répondre par ailleurs. Euh, Enfin, il y a- Ouais, très bien. Anthony a une question plus large sur quelles sont les chances de taxation des citoyens américains à l'étranger. Quelles sont les bon, chances de voir cela adopté? Alors, c'est couramment, si vous êtes un Américain qui étant expat dans un autre pays en dehors des États-Unis, hein, les Américains sont taxés sur les revenus mondiaux. Il y a deux provisions dans le code fiscal qui dit que soit vous pouvez prendre un crédit d'impôt, hein, contre l'impôt fédéral, mais le crédit d'impôt, c'est surtout sur les déclarations fédéraux, c'est pas sur les déclarations à l'État. Hein. Donc, il y a aussi une question, est-ce que vous allez pouvoir casser votre domicile dans les États? Donc, c'est chaque État a leurs propres règles. Il y a aussi ce qu'on appelle le the Foreign Earned Income Exclusion, où vous pouvez réduire ou exempter les premiers, c'est environ 120 000 dollars, hein, il y a quelques règles pour pouvoir faire cette exemption. Mais si, par exemple, vous allez à Hong Kong, où le taux d'impôt est environ 15%, il y aura quand même un impôt supplémentaire à payer aux États-Unis si votre taux d'impôt est plus fort de 15%. Donc, il n'y a pas de double taxation si vous voulez, vous payez l'impôt le plus fort des deux pays. Anthony détaille en disant que Trump a promis d'abroger l'imposition des citoyens américains qui habitent en dehors des USA. Quelles sont les chances que le Congrès adopte cette réforme? Georges? Le micro, Georges. Hop. Oui, Christina est mieux équipée à D'accord. répondre à cette question. Oui, elle avait mentionné ça Oui, donc, dans- oui, c'est quelque chose qui vient de sortir. Ils sont en train de parler. Ce qu'ils veulent dire, c'est que même si,
Donc, si vous êtes un citoyen américain, vous êtes taxé sur les revenus mondiaux. Mais pour les personnes, par exemple, qui vivent à l'étranger, qui ont vécu à l'étranger pour plusieurs personnes, pour plusieurs années, c'est de pouvoir être traités comme non-résidents. En général, les personnes qui sont carte verte peuvent prendre une élection avec le traité et être traités comme non-résidents, même s'ils ont la carte verte. Et maintenant, ça peut s'appliquer pour les citoyens américains. On verra. Ils sont en train de parler dans ce cas d'avoir ce qu'on appelle le exit tax, qui est toujours peut-être avoir un impôt sur la plus-value de tous vos biens. Mais on va regarder un peu plus fort quelles sont les propositions de cette proposition de Trump. Mais on verra. To be continued. Je dirais en général que, comme on avait dit avant, Trump aime beaucoup proposer des lois de réduire les impôts. Le problème, c'est que le plus on a des promesses de réduire les impôts, le moins de budget on a pour couvrir les, les 5 000 milliards qu'on avait discuté avant. Donc, je dirais, faut faire très attention à s'attendre à que toutes ces propositions de loi qui sont bénéficielles voient à jour en fait compte parce que c'est pas réel. Je pense qu'il y avait aussi une question, on discutait, quelqu'un avait demandé euh, les coupes budgétaires de l'administration. Non, c'était en fait sur le slide que j'avais discuté comment financer cette réforme. C'est sûr que l'administration Trump euh, veut en fait créer des efficacités ou réduire les coûts du gouvernement avec le nouveau département d'efficacité qui est guidé par Elon Musk et Vivek Ramaswamy. Donc, c'est sûr il y aura des économies qu'il pourra utiliser pour cette réforme fiscale. Je crois que c'était ça la question, hein, Valérie. Je vois que tu avais noté quelque Ouais, chose là aussi. c'est comme ça que j'ai lu la Oui. question également. Mais bon, c'est toujours une question de proportion parce que tu nous avais parlé Ouais. de 80 milliards qui avaient été donnés à l'IRS pour se moderniser. On est vraiment très très loin de ça. C'est une goutte d'eau dans l'océan du coût des réformes qui ont été promises ou qui sont attendues. Donc, Oui. je vois une question sur l'annulation du F-bar. Oui, c'est toujours au jeu des concours de pronostics, c'est peut-être du wishful thinking en l'occurrence, mais Not Je happening pense right now. d'abord rappeler ce qu'est le F-bar. Et Le, le Foreign Bank Account Reporting, aussi, on appelle ça le FinCEN. C'est que si vous êtes un résident américain ou citoyen américain et si vous avez des comptes à l'étranger en total au-dessus de 10 000 dollars ou au-dessus de 10 000 dollars, il faut déclarer tous vos comptes à l'étranger. Ça ne veut pas dire que si vous avez 5 000 euros dans un compte et 6 000 euros dans les autres, en combination, c'est au-dessus de 10 000. Donc, il faut déclarer tous les comptes. Si vous ne les déclarez pas, il y a une pénalité de 10 000 dollars, même si vous ne saviez pas que vous auriez dû faire ce formulaire. Donc, je ne pense pas en ce moment qu'ils vont, peut-être, they will raise the threshold, mais ça reste à 10 000. Et il y a aussi le FATCA. Le FATCA, c'est en plus, it's more for assets, pas tellement pour les comptes qui peuvent inclure les retraites. Hein, mais les thresholds du FATCA sont beaucoup plus forts que les 10 000. une question de Marc. À quelle probabilité estimez-vous la disparition du Salt Call 10K sur 2025-2026? Très important à New York en W2. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est que le Salt Call? Le 10K? Non, 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 le c'est le Salt salt cap, c'est pas call, Oh, c'est cap. the Pardon. salt cap. Yeah. Ah, Une typo. je vais dire quelque chose avec le salt cap qui est capé en couramment à 10 000 dollars. Pour les personnes qui vivent à New York, où l'impôt à New York qui peut aller jusqu'à, si vous habitez la ville de New York, puis qui peut être à 11% ou plus, euh, ils pouvaient prendre pre-TCJA, ils pouvaient prendre une déduction de 100% des impôts
payés à l'État. Mais beaucoup de personnes qui gagnaient dans les 300 000, 400 000, après ça, ils étaient sujets à ce qu'on appelle le AMT tax, Alternative Minimum Tax, qui, qui ne vous laisse pas prendre cette déduction et, et font d'une sorte que vous recalculez votre taux votre impôt sans la déduction du SALT. Donc, si vous vivez en New York, peut-être vous avez la déduction, mais vous êtes aussi sujet au AMT tax. On va voir, il y a beaucoup de New Jersey, Californie et New York, ils ont essayé de supprimer ça, surtout quand ça venait d'être passé, mais toujours pas de changement de ce côté-là. Mais peut-être, Georges, tu penses que tu... Ce qui est intéressant sur le salt cap, c'est que c'est une loi qui a été passée par les républicains, mais qui a été détestée par les démocrates. Pourquoi? Parce que la Californie et New York, c'est deux États qui sont ce qu'on appelle des États bleus, des États démocrates, mais comme tu dis, Christina, qui ont des taux d'impôt étatiques très élevés. Et donc, on s'est retrouvé un peu à l'inverse, où c'est les républicains qui défendaient leur loi. Euh, et les démocrates qui voulaient couper les impôts un peu. Donc, je pense quand même qu'il y a assez des deux côtés, il y a assez de volonté pour enlever le salt cap, mais en fin de compte, tout va revenir au budget. Quelles sont les lois les plus importantes pour les républicains et est-ce qu'ils auront assez de budget pour passer tout ce qu'ils veulent? Et donc, n'oubliez pas que la plupart des États républicains, les impôts étatiques sont pas très élevés et donc eux, ils sont moins concernés du salt cap que les démocrates. Je pense quand même qu'il y a une assez bonne chance que ça passe parce que la plupart la plupart des US n'aiment pas cette loi. Mais mais c'est une question budgétaire, hein. Ça va revenir aux chiffres. Je sais Très que c'est bien. pas une réponse idéale, mais voilà. Très bien, mais merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ces explications éclairantes, autant qu'on peut l'être aujourd'hui avec ce qu'on sait, mais on verra dans les semaines et les mois qui viennent comment les choses évoluent, et puis on continuera d'en reparler ensemble sur French Morning au fil de nos différents webinaires et de nos articles, évidemment, sur le sujet. Continuez de nous suivre. Si vous voulez soutenir French Morning, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pas cher, moins d'un café par mois et surtout si vous avez acheté vos cafés dans les endroits à la mode et ça vous apportera beaucoup d'informations. En attendant, tous ces webinaires continuent d'être gratuits. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et merci donc à KPMG et au French Desk de Valérie Boissou, Georges Gans, Christina Cure d'avoir été avec nous et de nous soutenir régulièrement depuis plusieurs années. On se retrouve pour les prochains webinaires dès mardi prochain. Merci à tous les trois. Et si vous voulez poser vos questions ou approfondir avec nos experts, leurs contacts seront disponibles dans l'email que vous recevrez avec également le replay de ce webinaire qui est aussi disponible dès maintenant sur LinkedIn. À très bientôt à tous. Merci. Merci. Merci.